vendredi 6 mars 2020, mesdames, messieurs, c'est le dernier numéro du grand rendez-vous pour cette semaine. Eh bien, restez avec nous, installez-vous très confortablement avec les belles images que nous propose le service des programmes de Bénin Business 24. C'est parti. Bienvenue au Bénin. Paysages verdoyants, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultramoderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. À nouveau, bonsoir et merci pour votre fidélité renouvelée à cette chaîne. Alors, nous sommes dans le mois de mars et vous convenez avec moi que tout au long de ce mois, ce sont les femmes qui sont à l'honneur. Eh bien, le plateau du grand rendez-vous ce soir aussi se consacre justement aux sujets qui ont trait à la femme. Nous allons essayer à notre manière de célébrer justement la gente féminine sur ce plateau. Et pour ce, Horizon Culture ce soir vient avec son thème sur les graffitis, mais beaucoup plus quand il s'agit de la femme. Et comme le dit un adage, rien n'est impossible à la femme. Donc ce soir, nous allons voir l'ensemble, le degré de participation des femmes quand il s'agit du graffiti. Au départ, c'est vrai que c'était prévu pour les hommes, mais les femmes s'y donnent, ça donne beaucoup plus. Nous allons voir ce soir avec Jennifer Sachivi dans Horizon Culture quelle est la participation des femmes au graffiti. Alors, quand on parle de l'épanouissement de la femme, il y a un mot qui revient toutes les fois et qui résonne dans la tête de plusieurs femmes. C'est bien sûr l'autonomisation. Et ce mot a plusieurs sens, mais le sens qui est souvent compris et utilisé, c'est celui de l'autosuffisance. Mais au-delà justement de l'autonomisation de la femme, qu'est-ce qu'on doit comprendre ce soir? L'expert nous revient sur les autres aspects qui ont trait à l'autonomisation de la femme. Autant savoir s'intéresse aux droits des femmes. Les femmes représentent la moitié de la population mondiale, dit-on, mais beaucoup sont victimes de discrimination dans les domaines du travail, des soins de santé, de l'éducation ou mieux, subissent la violence physique et sexuelle. Malgré les nombreuses luttes menées à divers niveaux pour améliorer les droits des femmes, il reste encore toujours à faire. Alors ce soir, Autant de savoir revient justement sur les droits des femmes, un acquis fragile. Et voilà donc le contenu des 3 rubriques de cette émission. Il y aura bien évidemment le journal à 19h45 avec la rédaction. Merci d'être avec nous. On installe le tout premier plateau, l'expert. Alors, autonomisation de la femme, oui, et après, c'est la thématique du jour. Je reçois sur ce plateau Madame Danielle Adéchoubou. Voilà. Comment allez-vous? Bien, merci Madame Archel. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Merci à vous également. Alors, nous allons rester un peu collés à l'actualité du mois. C'est bien sûr à la célébration de la Journée internationale de la femme. Et pour ce, nous voulons parler aujourd'hui de l'autonomisation, certes, mais après l'autonomisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Et déjà, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la définition de ce mot, autonomisation. D'accord. Merci déjà. Lorsqu'on parle aujourd'hui, beaucoup de débats se font autour de l'autonomisation de la femme. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'autonomisation, c'est équiper la femme. Ouais. Ça part de l'éducation, l'équiper avec des compétences, des aptitudes, l'aider à libérer ce qui est à l'intérieur d'elle. Au fait, l'autonomisation, pour moi, c'est emmener chaque femme à réaliser les qualités et les valeurs qui sont à l'intérieur d'elle. Okay, et l'aider à les développer et les extraire et les utiliser pour le bien-être de sa communauté. Ok, voilà. D'accord. Alors, donc, on comprend beaucoup plus ce qu'on y met quand on parle de l'autonomisation de la femme. Mais quelles sont les différentes formes d'autonomisation qui existent? D'accord. Les différentes formes d'autonomisation, on a plusieurs formes. En fonction de quoi? En fonction de chaque capacité. Vous allez voir des femmes avec différents talents. J'ai pu voir tout à l'heure des femmes qui font du graffiti, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, les femmes ont différents talents. Donc, l'autonomisation, c'est quoi? Vous aider à découvrir ce qui se cache en vous, l'extraire, le développer et le rendre
parfait D'accord. pour que vous puissiez être appelé expert en ce moment-là. Ok. Donc, l'autonomisation dans le domaine financier, l'autonomisation dans le domaine matériel, dans le savoir-faire, dans un métier pratique et tout. Alors, c'est revenu plusieurs fois dans les thèmes liés ou réservés pour la célébration de la GIF. On a souvent l'habitude de dire autonomiser les femmes, autonomisation de la femme, autonomisation de la femme. Mais pourquoi est-ce qu'il faut autonomiser justement la femme? Oui. Oui, c'est important aujourd'hui dans nos sociétés d'autonomiser la femme. Oui. Pourquoi? On a l'habitude de dire, il y a un adage qui dit, si vous éduquez un homme, vous avez éduqué une personne. Ok. Mais si vous éduquez une femme, vous avez éduqué toute une nation. Ok. Pourquoi c'est dit ainsi? C'est dit ainsi parce qu'en général, la femme joue un rôle un peu plus grand dans l'éducation. Oui. L'éducation des enfants, le bien-être à la maison. Donc, autonomiser la femme, c'est-à-dire la rendre capable de s'assumer financièrement, intellectuellement, la rendre capable peut-être de pouvoir exercer un métier pour pouvoir se faire de l'argent. Toutes ces choses-là vont contribuer en retour au bien-être de la famille. Parce qu'en général, quand la femme est rendue autonome, c'est-à-dire je vais mettre en griffe indépendante, capable de subvenir aux besoins, au bien-être de sa famille, aussi bien intellectuellement, parce que peut-être elle a des enfants, les aider dans leurs cours, les études, donc rendue autonome intellectuellement et financièrement, cela va en retour à la société. C'est pour ça qu'on a tout intérêt aujourd'hui à rendre les femmes beaucoup plus autonomes. Je voudrais aussi, je voulais apporter à votre développement qu'il faut nuancer l'autonomisation du fait de se rebeller. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'à ce niveau, on dirait la plus grande valeur d'une femme, c'est son caractère. C'est son caractère. Parce qu'aujourd'hui, votre beauté peut attirer, mais c'est votre caractère qui préserve. C'est ça. Donc, dans l'autonomisation, il ne faudrait pas balayer du revers des mains le caractère. Ouais. Parce que les femmes, il y en a différentes formes, différents visages, différentes tailles, mais la vraie beauté, elle est intérieure. C'est ça. Donc, en toute chose, même si vous êtes autonome, financièrement, intellectuellement, vous êtes capable de tenir des discours en public, veillez à votre caractère. Il y a des limites. Exactement. À la matière, oui. Veillez à préserver votre maîtrise de soi, le contrôle de ses émotions, parce que c'est ce qui fait votre vraie valeur. C'est ça. Oui, D'accord. en Alors, réalité. au-delà justement de cette autonomisation, qu'est-ce qu'on doit, quelle doit être notre première idée, notre première impression? Certes, je suis autonomisée, Oui. mais est-ce que ça s'arrête là? Non, ça ne s'arrête pas là. Au fait, je dirais même que l'autonomisation est un processus continu. Ouais. C'est un processus continu. Parce qu'un expert a dit, un auteur très connu a dit, le jour où vous arrêtez d'apprendre, vous commencez par mourir, peu importe l'âge que vous avez. Oui. Donc, c'est pour dire quoi? Être rendu autonome, c'est améliorer ses performances, ses capacités chaque jour. Donc, la femme doit comprendre que je suis dans un processus de développement continu. Aujourd'hui, je développe peut-être tel aspect de ma vie, peut-être la communication, ou aujourd'hui, je développe ma capacité à pouvoir faire un métier pratique. Demain, je développe peut-être une autre capacité, mais je dois être dans ce processus de développement continu, de telle manière que je me vois progresser à chaque fois dans la société. Et pour ce fait, la femme a un rôle primordial à jouer. Oui. Et quel est son rôle dans ce cas? La femme a le rôle primordial d'éduquer et de transférer ce que lui a communiqué. Donc la femme aussi a le rôle primordial de travailler à son développement. L'autonomisation, c'est un travail personnel. C'est vrai que beaucoup d'initiatives sont prises aujourd'hui pour autonomiser les femmes, mais les femmes doivent comprendre que c'est une décision personnelle et c'est un travail personnel qui doit se faire. D'accord. Je dois comprendre d'abord que j'ai à travailler à mon développement. D'accord. J'ai à travailler à acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles expériences pour pouvoir réellement faire la différence. D'accord. Oui. Alors, et selon vous, qu'est-ce qu'il reste à faire pour que quand même cette autonomisation dont on a longtemps parlé soit réelle et concrète? Oui. Oui. C'est d'abord la prise de conscience. Que les femmes se rendent compte du fait qu'elles ont des choses, des valeurs à l'intérieur d'elles. Oui. Donc la prise de conscience, le fait de comprendre que j'ai de la valeur,
j'ai quelque chose, une richesse à l'intérieur de moi. Ouais. Parce qu'en réalité, la vraie richesse est intérieure. Lorsque dans tout ce que je fais, peu importe le métier, qu'est-ce que je fais? Je change une valeur contre la valeur qui est de l'argent. Donc l'argent est juste le résultat d'une valeur que je vends sur un marché. Oui. Exactement. Donc plus j'offre une valeur importante, plus je reçois en retour. Donc la femme doit se rendre compte qu'au fait, j'ai des capacités en moi, j'ai du potentiel en moi. Et travailler maintenant à développer ce potentiel-là. C'est ça. Donc l'autonomisation prend des pas avec la prise de conscience. OK. La confiance en soi, la prise de conscience que j'ai de la valeur, j'ai des compétences en moi, j'ai du potentiel en moi. D'accord. Et selon vous, pour cette célébration, c'est-à-dire le dimanche, Oui. c'est déjà le 8 mars, quelles doivent être les orientations qu'on peut donner à cette fête pour qu'on puisse quand même bénéficier un temps soit peu encore disons, d'un développement continu comme vous l'expliquez? D'accord. L'orientation que nous pouvons donner à cette journée qui est beaucoup célébrée, acclamée, c'est d'offrir à certaines femmes la possibilité d'acquérir une expérience de plus. D'accord. Au travers de la formation et tout. Ok. Et également, je dirais, chaque femme doit pouvoir s'évaluer personnellement. D'accord. Parce qu'on a l'habitude de dire, sans évaluation, il n'y a pas d'évolution. Exactement. Toute évolution part d'une évaluation. Donc, s'évaluer, c'est évoluer. Oui. Donc, dans ce sens-là, chaque femme doit avoir la capacité de s'évaluer Oui. et de se mettre à jour. Regardez un peu, aujourd'hui, nous avons des portables sur le marché. Oui. Mais les portables que nous utilisions il y a 10 ans, ce n'est pas les portables que nous utilisons aujourd'hui. Il y a eu de l'avancée. Il y a Les eu nouvelles de technologies ont l'avancée, gagné le marché. exactement. Oui. Il y a eu une mise à jour des types de téléphones que nous utilisons. Exactement. Maintenant, imaginez, on est capable de mettre à jour un portable qui a peut-être une durée de vie de combien? OK. Peut-être 10 ans. Combien, à plus forte raison, si je suis capable de mettre à jour un portable, je ne vais pas me mettre à jour moi également en tant que personne. D'accord. Donc, chaque femme doit pouvoir évaluer ses compétences et dire j'en suis où dans les compétences que j'ai, dans le boulot que je fais. À quel niveau j'étais quand j'ai commencé par travailler dans l'entreprise, à quel niveau de connaissance j'étais et à quel niveau de connaissance je suis aujourd'hui dans l'entreprise. Oui. D'accord. Et pouvoir s'évaluer et dire, j'ai besoin d'acquérir une nouvelle connaissance. Et vous, de votre position de coach en développement personnel, quand vous étudiez un peu le marché béninois, c'est-à-dire la gente féminine au niveau du Bénin, que pensez-vous, ou bien quels sont les aspects qu'on doit plus travailler? D'accord. On doit, lorsque nous considérons un peu la gente féminine au Bénin, c'est plus une valorisation du potentiel et plus une prise de conscience. D'accord. Parce que peut-être que tout part également de l'éducation, où on donne plus de place aux hommes dans la famille qu'à la femme. Oui. Peut-être si on a dans les familles un peu reculées, vous voyez que la fille est dans la cuisine ou bien l'homme est en train de prendre les bons morceaux et la femme peut-être prend d'autres morceaux. Donc c'est une révalorisation, que la femme puisse prendre conscience du fait qu'elle a aussi des capacités à vendre. Et vous croyez à l'égalité entre hommes et femmes? C'est une question, il faut vous laisser partir. Est-ce que selon vous, on peut vraiment un jour arriver à cette égalité? Parce que l'égalité dont on parle ici, c'est beaucoup plus au niveau professionnel, au niveau social. Ce n'est pas dans le couple, comme les gens le pensent. Est-ce que vous pensez que la femme peut s'exprimer, peut s'extérioriser, peut s'affranchir autant de fois que l'homme le fait? Aujourd'hui, beaucoup de choses qui se passent dans la société nous montrent que la femme a également des capacités, des compétences. Mais je trouve également qu'il ne faut pas vouloir faire de comparaison forcément. Parce que lorsque je regarde, même quand on considère aujourd'hui notre voiture, dans la voiture, il y a la portière, le volant. La portière ne va pas vouloir forcément prendre la place du volant. Mais la vérité, c'est que la portière joue son rôle et a son importance et le volant également joue son rôle et a son importance. Exactement. Et donc, la femme joue son rôle et a toute son importance dans la société. Et je suis sûre que les hommes nous reconnaissent cette place-là. Et d'ailleurs, je vous permets de souhaiter une bonne fête aux femmes. Exactement. Je souhaite alors une bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête. Et je dirais la plus grande fête, c'est
de gagner une connaissance de plus. Bonne fête aux hommes aussi, Oui. parce que les hommes nous accompagnent toujours. Exactement. Merci beaucoup, Daniel Adéchoubou, pour votre passage. Oui. Je rappelle que nous avons parlé un peu de l'autonomisation de la femme. Nous avons vu, au-delà disons, de la première définition, qui est l'autosuffisance, tout ce qu'on peut avoir derrière l'autonomisation de la femme. Oui. Merci d'être venu. Merci. Je vous souhaite une bonne fête. Merci à vous aussi. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Alors, chers amis téléspectateurs, on passe de l'autonomisation de la femme et on va toucher du doigt maintenant comment est-ce que les femmes s'autonomisent, surtout quand elles commencent par toucher à tout. Il s'agit de Horizon Culture, le graffiti avec Jennifer Sativi. Eh bien, ce soir, nous parlons du graffiti. Quand la femme s'y intéresse, eh bien, c'est la thématique du jour. Un graffiti est déjà un dessin ou une inscription stylisée, voilà, réalisée sur des murs, des monuments ou des objets parfois situés sur l'espace ou dans l'espace. Longtemps regardé comme négligeable, le graffiti aujourd'hui est quand même un moyen d'expression que beaucoup utilisent pour s'exprimer, pour revendiquer ou encore pour porter une information. Ce soir, nous allons parler des femmes qui s'intéressent justement à ce métier, si on peut l'appeler ainsi, et c'est avec Jennifer Sativi. Mais d'abord, on va suivre ce reportage qu'elle nous a réalisé elle-même. Un mur, des illustrations. À première vue, on ne comprend pas grand-chose à cet assemblage d'images et de mots qui pourtant est le fruit d'un travail de longue haleine. Le graffiti, cet art de rue est particulier, il a son code propre à lui. C'est composé de caractères et de letters. Les caractères, c'est les personnages que vous voyez, que ce soit réaliste, hyper-réaliste ou cartoon. Et il y a des lettrages aussi. Si vous n'êtes pas initié à ça, vous n'arrivez pas à lire. Et des fois, les gens nous disent c'est quoi le sens. Mais c'est ça qui fait le charme du graffiti. Imaginez que vous sortez de la maison pour aller au boulot le matin. Avec le stress et autres et tout, vous rentrez un peu tout fatigué. Et dans un pan de rue, à l'entrée de votre maison, vous voyez comment dire un graphe. Vous rentrez, vous voyez comment un graphe bien peint avec la couleur, la beauté et autres et tout. En fait, c'est cet effet-là, cet impact-là que ça crée dans la conscience des gens. Le mur est le support le plus utilisé par les artistes graffeurs. Ils laissent libre cours à leur imagination, mais ne perdent pas de vue leur principal objectif, celui d'impacter. Il n'y a que pour les gens, comment dire, le graffiti c'est du vandal, le graffiti c'est ci, c'est ça, parce qu'il y a des idées reçues où, comment dire, où directement on est catalogué vandal. Ce que nous on ne fait pas. Je tiens à préciser que le graffiti, le vandal, nous on ne le fait pas ici. On a une démarche, on a une thématique, on a une idéologie qu'on suit. C'est parce qu'on a voulu suivre un courant artistique qu'on doit copier pour copier. Donc sous d'autres cieux, je dis, comment dire, les gens graffent pour marquer le territoire. Ici, nous on graffe pour marquer le cœur. Par exemple, dans notre pays, au Sénégal, c'est né du spirit settle qui est être sain à l'intérieur et être sain à l'extérieur aussi. C'est le fait de nettoyer et d'organiser un mur, de peindre et d'échanger aussi avec les habitants. L'art du graffiti n'est pas très développé au Bénin. Sous d'autres cieux, il est assez promu et constitue parfois un attrait touristique. Si tu vas dans certaines villes, tu ne peux pas passer 50 cm sans voir des graffitis. Je ne dis pas mettre 50 cm sans voir de graffiti. Ça dépend aussi des cultures. Par exemple, j'étais au Chili, tu ne peux pas dépasser 10, tout est peint. Le peuple, ce n'est pas qu'il n'accepte pas, c'est qu'ils ne connaissent pas. Je dirais que le graffiti a le vent en poupe, ça a besoin d'être promu et on a besoin d'encouragement, on a besoin d'accompagnement parce qu'on fait tout sur fond propre et on ne vous dit pas les galères, tout ce qu'on fait pour gérer. L'histoire du graffiti remonte aux années 70. Aux États-Unis, les clans s'en servaient avant tout pour marquer leur territoire et ensuite pour faire passer des messages. Il a beaucoup évolué et est adopté aujourd'hui par la plupart des pays à travers le monde. Et oui, nous avons eu droit à un zoom sur le graffiti réalisé par Jennifer Sativi. Jennifer qu'on retrouve sur ce plateau. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Marcel. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous? Très bien. Et la santé? Ça va. Les graphes?
Les graffeurs, Les graffeurs. ils vont très bien. On en reçoit d'ailleurs un sur ce plateau. Vous Ok, allez je- pouvoir lui poser la question. Ah d'accord, comment vous allez? Bonsoir, je vais bien et vous? Je vais très bien aussi. Et vous répondez au nom de Mario Agbo Kofi, c'est bien ça? C'est ça, Vous c'est êtes Romario Agbo Kofi. Romario. Agbo Kofi. Agbo En fait, Kofi. c'est mon nom d'artiste qui est Docteur Mario, donc tout le monde m'appelle Mario. Ah d'accord, donc sinon c'est Romario à Mario, l'état civil, c'est ça. mais nom d'artiste Mario. Docteur, voilà. Docteur Mario, Mario. parce que vous intervenez sur... c'est ça? Parce que soigne pour avec lui, les les couleurs. couleurs soignent en fait. Ah d'accord, vous soignez avec les couleurs. Ah, merci de nous soigner avec les couleurs sur ce plateau. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes artiste graffeur, c'est bien ça? C'est ça. Merci d'être sur ce plateau. Jennifer Sativi, on va parler du graffiti. Du graffiti et justement, est-ce que la femme s'y intéresse? Parce que le 8 mars, on est dans un contexte féminin. Donc, on va demander à Romario Kofi Agbo, docteur Mario, est-ce que les femmes s'intéressent au graffiti? Mais d'abord, l'élément témoin qu'on a suivi dit que le graffiti n'est pas assez connu. On se rend compte quand même cette année qu'il y a eu beaucoup d'émulation, si je puis dire, autour de votre festival, Effet Grave. Donc, est-ce que on peut dire maintenant que vous êtes satisfait? Est-ce que vous pensez que c'est assez promu? Tout le monde le connaît. On peut dire que c'est un pas en avant, d'accord, un grand pas. Par contre, il y a toujours de la marge de progression parce que on est resté dans un cadre. On est resté à Cotonou, après on est allé à Parakou. D'accord, il y a encore plein de localités du Bénin où forcément c'est pas encore connu, mais c'est une grande avancée en tout cas. D'accord. La belle preuve, j'allais dire, quand vous longez juste le mur de l'OCBN, c'est un canton, mais juste à côté de la place des Martyrs ici, je pense qu'il y a... hein, C'est resté voilà. depuis l'année passée. Ok, d'accord. Donc on peut dire que les Béninois aussi commencent par adhérer de plus en plus Ils comprennent. au Ils concept. comprennent. Ouais. Surtout que je pense que vous avez assez de bénévoles qui vous ont soutenu justement cette année pour peindre les murs et tout ça. On a eu droit à beaucoup de bénévoles. Des gens sont venus spontanément aider parce qu'on communique un peu sur les réseaux et les gens étaient au courant. Il y en a qui venaient au fur et à mesure. Donc, on s'est rendu compte que les gens s'y intéressent réellement. Et mention spéciale à la jeunesse parce que il y a beaucoup de talents en fait qui n'attendaient que ce genre d'événement pour se positionner ou Pour s'exprimer. montrer un peu ce qu'ils savent faire. Donc, Au nombre de ces talents, est-ce qu'il y a eu des femmes? bien sûr, il y en a eu beaucoup. Beaucoup, hein? Oui, je dois dire qu'un travail a été fait par l'association culturelle à Sarthe, dont je suis le vice-président. C'est cette association qui organise Effet Grave. D'accord. Et nous avions organisé en juin 2019 un atelier de graphe qui a duré 1 mois, qui était spécialement réservé aux femmes. Et C'était vous un avez atelier eu féminin. quel taux de participation? On a eu une 60aine de filles. Et sur le festival, parce qu'il y en avait qui avaient des problèmes de disponibilité, sur le festival, on en a compté une 15aine qui étaient là et qui faisaient des murs par elles-mêmes, sous notre supervision, bien sûr. Et je dois dire qu'on est déjà sur une bonne lancée parce qu'il y en a beaucoup parmi elles qui se démarquent. Et également des artistes qui nous ont plasticiennes, mais qui ont suivi des ateliers de graphe, qui ont également participé, qui ont apporté les touches. Il y avait des femmes qui étaient juste passionnés de peinture, qui sont venus participer, donner un peu leur touche également à la chose. Donc, Justement, on dit que la femme a un 6e sens. Est-ce que ce 6e sens-là intervient lors des dessins? je peux témoigner d'une chose, c'est que moi, en tant qu'artiste, mon premier modèle d'artiste graffeur, c'était une femme. On l'appelle Matse, elle est allemande. Ah oui. Oui. Et elle a fait son graffiti sur quoi? Elle a fait un mur, quelque chose de très mémorable. Elle a fait un mur de 500 mètres de long. À elle seule? Oui, c'est une machine. Passion, Marcel. C'est Au-delà de la passion, c'est une je grosse dirais. machine. Donc, C'est carrément autre chose. c'est une femme qui voyage de par le monde, qui s'exprime sur de très très grands murs. Donc, c'est vraiment tout un exemple dans sa façon de gérer les couleurs et tout le reste. Et les femmes ont une certaine sensibilité en fait. Par rapport à l'art, il y a une finition qu'on ne retrouve pas toujours chez tous les hommes. On se sent flatté. Oui, mais Ouais, c'est la vérité. elle dit on se sent flatté. Mais Jennifer, vous avez déjà fait combien de graffitis? Je pense que ce n'est pas ma vocation. Ah Je d'accord, pense. c'est facile. Non, mais est-ce que vous pensez qu'on sait, si par exemple j'ai des talents en graffiti, est-ce que je suis censée savoir? Non, il faut s'y mettre pour s'en rendre compte. Moi, je l'ai découvert aussi. Je dessinais, mais après, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à faire les recherches, c'est un courant artistique
Si vous avez des prérequis, vous êtes déjà sur la bonne voie. Après, il faut y aller pour se rendre compte de ce dont on est capable. D'accord. Oui, allez-y. Justement, de quel constat vous êtes parti pour offrir cette formation aux femmes? Parce que est-ce que vous avez fait une formation mixte ou est-ce que vous avez fait une formation homme à part, femme à part ou juste les femmes? On est allé directement sur les femmes parce que on s'est rendu compte que dans le milieu artistique, les femmes sont sous-représentées. On peut l'expliquer par... Enfin, il y a différentes raisons. Est-ce que c'est parce que c'est difficile à faire? Non, À pas cause du de notre tout. Parce situation? que je crois que il y a cet aspect-là où, en fait, quand la femme se retrouve à faire tout ce qui est artistique, les gens ont une certaine appréhension. Ah non, c'est quasi comme si ce n'était pas pour femmes. Et il faut de l'endurance en fait dans ce domaine-là parce que tout de suite, ça ne paye pas. Et c'est quelque chose qui n'attire pas tout le monde. Surtout que le premier réflexe ou bien la première lecture qu'on a de ces dessins, c'est genre, vous êtes en train de réclamer quelque chose. Voilà, comme ils l'ont dit, vandaliser et tout ça. C'est comme si vous êtes des rebelles, tout simplement. On est des gens qui s'expriment. Et notre style d'expression n'est pas toujours compris. Par contre, ce qu'on sait, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans l'éducation de la population, dans la sensibilisation, on laisse des messages. Des fois, on veut juste montrer aux gens notre style, en fait, et notre façon de faire. Donc, c'est toujours, en tout cas pour le graffiti africain, précisément béninois, on est très thématique. Et quand vous regardez de près, vous allez voir toujours des petits messages. Toujours. C'est notre objectif, il est là. On veut montrer aux gens qu'on peut... C'est un gros vecteur de communication. On veut montrer aux gens qu'on peut utiliser cet art-là pour revendiquer, mais on peut l'utiliser pour éduquer, pour sensibiliser. On peut choquer même avec et créer peut-être un déclic. Réaction. Voilà, une réaction. Donc c'est un peu ça. Mais Jennifer, je ne sais pas si vous lui avez demandé dans les coulisses, est-ce qu'il y a un programme pour ce 8 mars? C'est le dimanche. Est-ce que vous avez prévu faire quelque chose en l'honneur des femmes? C'est surtout ça. Hein? Malheureusement, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous avons le festival Effet Grave 6 nous a beaucoup pompé. On imagine. Je suis tombé malade au cours du festival et j'ai eu du mal à me soigner convenablement parce que soignez-vous avec les couleurs. Non mais Marcel. Les cordonniers sont souvent mal chaussés. Ah d'accord, je comprends Jennifer. Non. Ouais, on y va. Ok, justement, hein, si vous me permettez, ce festival qui vous a autant fait voir, si je puis dire, est-ce que je peux savoir comment vous vous êtes impliqué? Est-ce qu'il y a eu un travail en amont et comment vous voulez sur fonds propres? Combien ça vous coûte à peu près? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent? Vraiment beaucoup d'argent parce que le graphe est un art dont les matériels en fait coûtent très cher. Et nous n'avons pas la bonne qualité, les meilleures qualités de peinture spray sur place. Il faut les commander de l'extérieur, il faut faire tout ça, il faut que ça arrive. Et pour la taille du mur que vous avez vu, c'est beaucoup de pots de peinture, de bombes qui y sont passées. C'est vraiment énorme en fait. Et on roule sur fond propre, on se débrouille parce que après, quand on fait des petites activités ou qu'on fait des prestations, en fait, on met de l'argent de côté pour pouvoir préparer le festival. Wow. Le problème est que on est limité. Quand on fait un gros budget pour quelque chose d'aussi grand comme ce que vous avez vu et qu'on se retrouve à jongler sur le peu qu'on a pu réunir, franchement, moi j'aurais aimé difficile. par exemple que pour ce 8 mars qui est un programme, je suis sûre que Jennifer va cotiser, je vais cotiser, bon nombre de femmes vont cotiser. C'est des millions, hein, Marcel? Oui, on va cotiser puisque c'est la célébration de la femme. Ce serait super. Nous, graffeurs, on est toujours prêts. On est toujours prêts à le faire. Vous savez, à vrai dire, on ne l'a pas vu venir. On n'a pas vu venir. D'accord. Jennifer Sativi. Franchement, Marcel, merci de nous avoir reçus. Et en tant que femme, je vous pousse à vous intéresser au graffiti. Je vais peut-être m'y mettre aussi. Oui, si vous me promettez de me former pour... Oui, je fais la formation, je reviens vous former ensuite. Les prestations démarrent entre 15 millions et 20 millions. Vous comprenez, hein, c'est jamais mieux. Merci beaucoup à vous, Jennifer Sativi. Merci, Marcel. Merci également à vous, Romario Agbo-Kofi. Voilà. Vous êtes artiste, graffeur. Ouais. On vous souhaite bon courage. Merci. Pensez aux femmes.
C'est le 8 mars. C'est notre leitmotiv. Les femmes ont le pouvoir. Elles ne le savent Oui, pas, en fait. on le a sait. compris. Ah bon? Merci On le sait. beaucoup. Qui a dit qu'on ne le sait pas? On le sait très bien. Et c'est d'ailleurs pourquoi on reçoit Agnès Bello et son invité pour parler encore des droits des femmes, justement. Voilà. C'est autant savoir. Eh bien, les femmes africaines et béninoises en particulier affrontent encore et toujours les difficultés pour trouver leur place, sinon améliorer la place que la société leur a imposée. L'égalité des sexes est une lutte qui a fait son parcours. Aujourd'hui encore, on s'en souvient de ces grandes assises qui ont débouché sur l'octroi de bon nombre de conditions favorables pour l'épanouissement de la femme, tant sur le plan économique que socio-culturel. Alors, droit des femmes, un acquis fragile. Agnès Bello nous dira tout à l'heure ce qu'on y met dedans, mais d'abord on suit ce reportage et on revient après. Les droits de la femme, en ce qui concerne les droits fondamentaux que nous savons, je pense que les femmes béninoises aujourd'hui jouissent de ces droits. Ce serait aller trop vite en besogne que de dire que le droit de la femme est déjà totalement acquis chez nous au Bénin. Vous savez, c'est un combat de longue haleine. C'est vrai que lorsque nous prenons les grandes villes, nous voyons que les choses bougent dans ce sens-là et beaucoup sont en train de s'arrimer par rapport à ces droits-là. Il faut noter d'abord que sur le plan juridique, la femme n'est pas réellement promue. C'est vrai, les textes juridiques en parlent, mais ce n'est pas encore fondamentalement le cas. Le problème fondamental, c'est le problème des pédanteries sociologiques. D'abord, je crois que c'est au niveau des mentalités. Parce qu'on se dit, la femme, c'est vrai, elle naît, on investit sur elle, mais c'est pour aller servir notre famille. Donc déjà là, les parents qui ont encore cette idée-là croient que investir sur une femme, c'est gaspiller de l'argent. Alors qu'on imagine mal que la femme, elle garde mieux la maison que l'homme. Nous ne tenons pas compte de nos réalités en demandant à nos gouvernants l'application des droits de la femme. On commence par citer, nous avons ratifié tel, et par conséquent, l'État maintenant et tout de suite doit en tenir compte. Oui, l'État doit en tenir compte, mais prioritairement en intégrant ces droits aux réalités de notre pays. Par exemple, lorsque je prends nos religions, par exemple, il y en a qui ne sont pas encore acquises pour la chose. Et il va falloir voir dans quelle mesure mettre en place un certain nombre d'outils pour que ces populations-là soient mises au contact de ces réalités-là. Je crois qu'on devait introduire dans nos tests la discrimination positive qui consisterait à dire qu'à compétence égale, il faut privilégier les femmes. Il y a des institutions internationales qui le font déjà, mais au niveau national, au niveau des institutions politiques et publiques, cela n'est pas encore le cas et c'est bien dommage. Tout n'est pas bon et tout ne pourra pas être bon. Nous ne pouvons coopérer dans la durée. Que nous puissions à un moment donné nous arrêter et que nous ayons un plan clair et net de ce que nous avons comme vision pour ce pays en ce qui concerne la femme. Et bien voilà, nous parlons des droits des femmes, justement à la veille de cette célébration de la Journée internationale de la femme, journée dont le thème est consacré, je cite, « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour le droit des femmes ». Voilà le thème de cette journée, mais avant, avec Agnès Bello, nous allons voir un peu le droit des femmes, un acquis fragile. Bonsoir Agnès Bello. Bonsoir ma chère de plateau, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors ce soir avec vous sur ce plateau, nous avons Françoise Sossou Agbaholou. Bonsoir. Bonsoir madame la Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Alors Agnès Bello, je vous laisse le plateau. Alors ma première question déjà, c'est de comprendre, ça fait déjà depuis 1977 que les Nations Unies ont institué une journée pour célébrer justement les droits des femmes. Mais depuis tout ce temps, qu'est-ce qui a véritablement changé dans le quotidien de ces femmes? Merci madame la journaliste. Oui, c'est vrai, ça fait environ plus de 40 ans que cette journée est célébrée tant au plan international que dans notre pays. Nous pouvons dire qu'il y a eu des avancées parce que notre gouvernement
a pris des engagements au plan international, régional, à travers la ratification de nombreux instruments internationaux et régionaux, dont principalement au plan international la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui résume tout. Et au plan régional, nous avons le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux droits des femmes, qu'on appelle encore protocole de Maputo, qui aussi résume vraiment tout ce qui concerne la femme, les droits des femmes. D'accord. Et en plus de cela, nous avons au plan interne des lois, au plan national, des textes de loi qui ont été également pris en faveur de la protection des droits des femmes. D'accord. Avec tout cet arsenal juridique mis en branle, qu'il soit international ou national, est-ce qu'on peut encore dire que c'est toujours opportun de célébrer une journée des droits de la femme? Oui, je dirais que c'est opportun et ça dépend de l'angle sous lequel nous mettons cette célébration. Et ce n'est pas pour moi, ce ne doit pas être une célébration festive, la fête où il faut se réjouir, mais il faut que cette journée-là soit vue sous l'angle de réflexion. Une journée de réflexion pour voir quelles sont les mesures, les voies et moyens pour prendre véritablement en compte les droits des femmes. D'accord. Voilà, tous ces textes de loi que notre pays a pris, est-ce que ces textes sont appliqués? Quels sont les problèmes que les femmes ont? Donc, ces journées-là doivent servir à réfléchir, à réfléchir à des stratégies pour l'application. Et selon vous, est-ce qu'on a déjà fait un pas en la matière? Est-ce que tout ce qu'on a pris comme loi, voilà, comme test, comme décret, est-ce qu'on est quand même amené à dire aujourd'hui qu'on a fait un pas avec ces tests? Je l'ai dit tantôt en prenant la parole qu'il y a eu des avancées par ces tests-là, mais ce qui reste, c'est qu'il y a parmi ces tests, il faut des décrets d'application pour faciliter l'application de ces tests aux acteurs judiciaires. Il faut aussi que nos coutumes ancestrales, les réalités sociologiques aussi tiennent compte de tous ces tests-là. Voilà. On aura le temps de revenir sur ce qui peut être source de frein justement au plein épanouissement des femmes dans tout ce qui est respect de leurs droits. Mais en parlant justement de ces droits, je tiens à rappeler, mesdames et messieurs, que sur ce plateau, Madame Agbarolou, elle n'est pas que juriste, elle est aussi coordonnatrice de Wildaf Bénin. Merci vraiment d'être avec nous sur ce plateau. Mais dites-nous un peu, on vous a vu sur beaucoup de plateaux, sur beaucoup de fronts, défendre les femmes, défendre les droits des femmes. Mais jusque-là, il y a toujours des personnes qui se demandent, mais quand on parle de droits de femmes, qu'est-ce qu'on y met véritablement? Voilà, quand on parle des droits de femmes, il faut pas, les droits de la femme ne sont pas tout à fait différents des droits de l'homme. Parce que quand nous prenons même la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les hommes comme femmes, sont égaux en droit. Et notre constitution aussi, Quand on descend au niveau notre constitution également dit que les hommes et les femmes sont égaux en droit. Mais on met un accent spécifique sur les droits des femmes à cause des nombreuses inégalités dont la femme a été victime depuis la nuit des temps, qui font qu'il faut travailler à ramener à un certain équilibre pour permettre également à la femme d'émerger et de pouvoir se faire reconnaître tout ce qu'elle fait, même si on dit que la femme ne fait rien. Parfois, on pose la question à une femme, qu'est-ce que vous faites? Elle est ménagère, dit elle ne fait rien, mais elle fait beaucoup de choses. Parce qu'il n'est pas facile de garder la maison, d'entretenir la famille. Même 24 heures ne suffisent pas généralement pour que la femme puisse faire ça. Donc, c'est seulement que tout ce qu'elle fait n'est pas quantifié, n'est pas valorisé, c'est tout. Et ce que je vais ajouter, et quand la femme a la chance d'être instruite,
d'avoir une formation, d'être un cadre dans l'administration, mais elle se soumet encore à cette tâche-là. D'accord. Et il faut ça ne la dédouane pas, donc elle a des responsabilités donc chez la elle. femme fait beaucoup. En plus de cela, elle doit aussi faire face à ses responsabilités à la maison. Donc, elle fait beaucoup. D'accord. Alors aujourd'hui, quand on parle des droits de la femme, on les connaît, vous les avez cités grosso modo sur ce plateau. Est-ce qu'on peut dire que ces droits aujourd'hui sont devenus des acquis ou bien ce n'est pas encore le cas? Théoriquement, comme je l'ai dit tantôt, il y a tout ce qu'il faut. Mais dans la pratique, justement, ma question c'est dans la pratique. Donc, dans la pratique, il reste toujours à faire. À quel niveau? Est-ce au niveau des femmes rurales? Est-ce qu'au niveau des femmes intellectuelles? À quel niveau véritablement? À tous les niveaux, parce que la femme est toujours vue comme l'être, je n'ose pas dire être faible, mais elle est toujours considérée comme en tant que telle. Mais justement, est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement de ces différents tests que nous prenons à l'endroit des femmes? Donc, il faut que d'autres mesures, des mesures complémentaires soient prises pour accompagner des décrets d'application et qu'un travail également soit fait au niveau de nos coutumes. Oui. Je ne dis pas qu'il faut balayer d'un revers de la main les coutumes. Les coutumes qui peuvent permettre d'avancer, on les garde, mais ce qui doit arriérer la femme ou bien l'homme, il faut vraiment mettre ça de côté pour permettre l'évolution, parce que le Bénin est quand même un état de droit. Il faut tenir compte des réalités sociologiques aussi, mais vraiment, il faut aussi voir que les droits de la femme sont des droits humains à respecter. D'accord. On a suivi dans le reportage justement un des intervenants de Machel Betoro parler aussi du poids de la religion. On est dans un pays où on est très très religieux, peu importe justement la religion dans laquelle vous êtes, où on est très religieux, et on a parfois l'impression que l'interprétation de tout ce qui est religion ne prend pas en compte tous ces droits de la femme là. Bon. Nous n'allons pas parler de la religion, mais si ce qui est sûr, tout le monde est d'accord qu'il y a un Dieu suprême et devant ce Dieu suprême, tous les individus sont égaux. Donc, aucun Dieu n'a dit qu'il faut privilégier le haut détriment de l'autre. Donc, quand on prend les religions, c'est une question d'interprétation. Et il y a des dispositions où on prend une partie qui arrange et on laisse l'autre parce que la femme doit toujours rester dans la soumission. Or, c'est une question de complémentarité dans le ménage et même du point de vue religieux, il faut aller jusqu'au bout des dispositions pour comprendre l'esprit de ces dispositions. Alors, j'ai une petite question pour vous qui va paraître un peu bizarre, Madame Agbarholou. Est-ce que vous pensez qu'à l'étape où nous sommes aujourd'hui, toutes les femmes béninoises maîtrisent leurs droits? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a aussi un problème de méconnaissance des droits. Mais c'est à ce niveau que vous intervenez. À ce niveau, WIDA fait beaucoup. Et même ce matin, je puis vous dire que j'étais sur le terrain pour parler des droits de la famille, droits de la succession, droits fonciers des femmes. Et vous savez que depuis longtemps, on dit que la femme n'hérite pas, surtout des terres. Donc, quand les géniteurs ne sont plus de ce monde, tout ce qu'il y a comme droit foncier, héritage au niveau du foncier, c'est les hommes. Est mise de côté. Elle est mise de côté. Donc nous sommes allés déjà sur le terrain pour parler du code de la famille, du code foncier domanial, afin d'expliquer à la population, à la femme elle-même, qu'elle a des droits et aussi aux communautés de permettre aux femmes d'hériter des terres de leurs parents ou de leurs époux. Madame Agbarholou, je rappelle bien, votre nom c'est Françoise Soso Agbarholou, vous êtes juriste et coordonnatrice de WILDAF Bénin. Merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Eh bien, le temps qui nous est imparti ne nous a pas permis justement de pouvoir épuiser toutes nos questions, mais on remercie Machel Betoro pour sa patience. Merci de nous avoir reçus sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de ce qu'on aura retenu sur les droits des femmes. Il y aura certainement d'autres plateaux pour vous édifier sur le sujet. Prenez soin de vous. Agnès Bello a tout dire. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je remercie tout simplement mes sœurs
pour dire que nous devons continuer la lutte pour que les droits des femmes soient effectifs. Merci beaucoup à vous, Madame Agbarolou. Je pense qu'il est 19h45. On va passer au journal avec la rédaction. Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Il touche près d'une femme sur 10 dans le monde et se manifeste de diverses manières. Le syndrome des ovaires polykystiques, un trouble hormonal pouvant causer l'infertilité. Nous en parlerons dans ce journal. Les violences faites aux femmes doivent cesser dans le monde. Les actions se multiplient dans ce sens. Nous ferons le point des avancées de cette lutte au Bénin avec Maître Marie-Élise Bédot. Et puis les artistes béninois sélectionnés pour prendre part au marché des arts et spectacles d'Abidjan Massa 2020 s'activent. C'est le cas du salsero Jos Pinto. Nous l'avons surpris en pleine séance de répétition. Le syndrome des ovaires polykystiques, également appelé dystrophie ovarienne, touche près d'une femme sur 10 dans le monde. De plus en plus de femmes en souffrent. Ce trouble hormonal, cause d'infertilité, engendre des symptômes très variables d'une femme à une autre. Zaïd Olatunji, gynécologue obstétricien, nous en parle dans ce reportage de Amandine Aniamboso. Pathologie endocrinienne la plus fréquente chez la femme, le syndrome des ovaires polykystiques touche les femmes de 15 à 40 ans et il constitue la principale cause des troubles de la fertilité. Le syndrome des ovaires micropolykystiques est un dysfonctionnement hormonal qui intéresse tout l'organisme et qui peut avoir des manifestations sur le plan gynécologique, essentiellement déjà des règles qui vont être irrégulières et une élévation du taux de testostérone, des hormones mâles, en fait d'androgènes dans l'organisme, et l'apparition à l'échographie sur des ovaires de petits sacs liquidiens qu'on appelle des microkystes en nombre important. L'origine du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas encore bien connue, mais les symptômes varient d'une femme à une autre. Ce qui va amener les femmes en consultation le plus souvent, ce sont des règles irrégulières et souvent une difficulté à tomber enceinte. Pourquoi les règles vont être irrégulières? C'est parce qu'en fait, il n'y aura pas d'ovulation. Et quand il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de corps jaune. Le corps jaune sécrète une hormone qu'on appelle la progestérone. Et c'est la chute du taux de progestérone qui déclenche l'apparition des règles. Vu qu'il n'y a pas eu d'ovulation, on n'aura pas de taux de progestérone élevé. Donc les règles ne vont pas venir à temps, elles vont venir très tard, selon la profondeur du déséquilibre. 35 jours pour certaines, 40, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois pour d'autres. Donc, c'est ce qui fait qu'on a ces règles en fait qui sont irrégulières. On sait que le surpoids a tendance à être aussi responsable. Le syndrome des ovaires polykystiques persiste toute la vie. Heureusement, des traitements existent pour accompagner les désirs de grossesse. S'il y a un désir de grossesse, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà la maladie des ovaires micropolykystiques, elle va entraîner des règles irrégulières, mais surtout des troubles de l'ovulation. C'est des femmes qui vont voir leurs règles, mais qui ne vont pas forcément ovuler ou qui vont ovuler une fois sur 3 ou une fois sur 4. Donc une difficulté à tomber enceinte. Par rapport à ça, aujourd'hui, on a des médicaments, des molécules qui permettent de stimuler l'ovulation. Et en général, ça marche assez bien, à part quelques-unes qui vont peut-être devoir aller jusqu'à la fécondation in vitro. En dehors du désir de grossesse, on n'arriverait pas vraiment à traiter la maladie vu qu'on ne maîtrise pas sa cause. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre des traitements hormonaux pour pouvoir régulariser les règles. Mais en général, dès qu'on les arrête des mois après, le déséquilibre se réinstalle. Il est également prouvé qu'un amaigrissement d'au moins 5% améliore les symptômes et favorise le rétablissement d'une ovulation. La lutte contre les violences faites aux femmes, on en parle toujours aujourd'hui au Bénin. Quelles sont les avancées enregistrées en la matière? Plusieurs associations œuvrent pour la fin de la discrimination à l'égard du genre. Maître Marie-Élise Bédot est avocate à la
Ouedraogo et s'y est lancée depuis 30 ans. Elle nous donne plus de détails sur les avancées dans la lutte contre les violences faites aux femmes sur le plan légal. Si on veut parler d'état des lieux, on peut déjà commencer par la Constitution qui, en son article 26, dit que l'homme et la femme sont égaux en droit. À part la Constitution, nous avons évolué contre le coutumier du Dahomey pour un code des personnes et de la famille qui règle le problème de la famille, l'homme, la femme et les enfants. Et après, nous avons eu des lois contre le harcèlement sexuel, les mutilations génitales et nous avons maintenant eu la loi portant prévention et répression contre les violences faites aux femmes, qui est une loi très large au niveau de nos juridictions. Aujourd'hui, dans cette évolution pour combattre les violences faites aux femmes, la loi dit que le parquet doit institutionnaliser un de ses membres qui sera, formé et responsable des questions sur les violences faites aux femmes. Nous avons ça au parquet, nous avons ça auprès du juge d'instruction. Tout ça là n'existait pas avant. Nous avons des juges spécialisés aujourd'hui, formés et spécialisés. Dans nos commissariats aussi, on a formé des officiers de police judiciaire sur la question. Ça paraît lent, d'accord, parce qu'il y a des blocages qui viennent. Des gens n'arrivent pas à comprendre que l'on puisse dire que battre sa femme est mauvais. Et ça concerne la loi et peut être puni. On a toujours pensé également que le problème des violences faites aux femmes, c'est un problème de la maison qui ne doit pas sortir du cadre familial. Moi, je dis aux femmes, quand il y a des coups, dénoncez ou partez. Qu'on me pardonne. Parlons culture à présent avec la participation du Bénin au marché des arts et spectacles d'Abidjan, Massa 2020, prévu du 7 au 14 mars prochain. Ce rendez-vous continental des arts et de la culture va connaître la présence de 7 troupes béninoises. À la veille de l'événement, une équipe de la rédaction est allée voir et vous fait voir la préparation du salsero Jos Pinto, retenu dans la catégorie musique. Junice Setondi et Stanislas Linkbo. Ici, Jos Pinto et ses musiciens sont inconciliables. Pas de répit pour eux ces derniers temps. Pour cause, son orchestre fait partie des 22 sélectionnés pour participer au marché des arts et des spectacles d'Abidjan Massa 2020 dans la catégorie musique. C'est une opportunité parce que ne va pas au marché des arts du spectacle qui veut. Ce n'est pas donné à tout le monde. La preuve, sur 780 candidats et 79 d'artistes sélectionnés dans tous les domaines artistiques et principalement 22 dans la musique, le Bénin se retrouve par ma modeste personne, Jos Pinto. Nous savons que c'est un défi. C'est un défi, c'est un challenge. Et nous avons obligation de résultat. Pas de place à l'amateurisme ni aux petites erreurs. La sonorité et les gestuels sont travaillés dans cette salle de répétition. L'obligation de résultat amène Jos Pinto à booster le moral de ses musiciens. Le défi à relever est important et toute l'équipe le mesure. On parle d'une représentation et on doit pouvoir jouer pleinement son rôle avec les acquis qu'on a eus. Jouer pleinement son rôle pour faire honneur à la culture béninoise. Ces musiciens entendent le démontrer au Massa. Ils revisitent les différents rythmes du pays pour pouvoir mieux vendre la destination Bénin dans les prochains jours à Abidjan. C'est quand nous vendons mieux la culture que le tourisme est enrichi. Or, pour mieux vendre, il faut que la machinerie soit bien faite. Jos Pinto est attendu, il ne va pas pour aller se faire découvrir. En matière de répercussion pour le Bénin, il y aura des touristes, il y aura des partenaires qui vont dire je vais aller dans ce pays. Celui qui veut au Bénin, il prend un billet d'avion, il paie les taxes aéroportières, il réside dans un hôtel, ils font des marchés, ils se déplacent. Donc ça qui est la valeur qui est sur toute la ligne.
Cette année, le Bénin va au marché des arts et des spectacles d'Abidjan avec cette troupe. Un nombre largement supérieur à celui des éditions précédentes. Et je vous invite à suivre à présent La Nation en bref, un condensé de l'actualité nationale réalisé et présenté par Amandine Anyambossou. Le Conseil des ministres du 4 mars a pris d'importantes dispositions contre le coronavirus. Depuis la survenue de cette épidémie, le gouvernement a déjà pris des mesures diligentes, mais sa progression au niveau mondial a amené l'OMS à en faire une urgence de santé publique de portée internationale. Le Conseil des ministres a donc approuvé des mesures de prévention, de préparation et de riposte préconisées par le ministère de la Santé. Il s'agit entre autres du renforcement sanitaire à tous les points d'entrée du pays, la prescription systématique de l'auto-isolement pour les voyageurs en provenance des pays risqués et l'organisation des campagnes d'information et de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Énergie a procédé au lancement des travaux du projet de restructuration et d'extension des réseaux de la SBEE dans le département de l'Atlantique. Le projet coûte environ 42 milliards de francs CFA et permettra d'augmenter le taux d'accès à l'électricité de 50% dans l'Atlantique. Sa mise en œuvre offre la possibilité d'améliorer la disponibilité et la qualité de l'énergie électrique par la construction de postes et de réseaux de distribution en remplacement des réseaux de fortune. Le projet de restructuration et d'extension des réseaux de la SBEE dans la commune d'Abomey-Calavi et le département de l'Atlantique, c'est aussi la pose de réseaux aériens moyenne et basse tension et 129 postes de distribution. Les artisans sont à l'honneur ce vendredi 6 mars 2020. C'est la journée de l'artisan béninois. Cette 10e édition est placée sous le thème « L'artisanat béninois face au défi de l'emploi des jeunes ». L'objectif est d'attirer l'attention sur une problématique majeure qui préoccupe les acteurs de ce secteur d'activité. La lutte contre les handicaps à la formation des apprentis et l'employabilité des jeunes formés constituent une priorité pour les organisations professionnelles. Les manifestations officielles se déroulent cette année au Palais des Congrès de Cotonou. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur BB24. Merci également à vous, Aurélie Sauton, pour la présentation de toutes ces informations. Et c'est avec ce journal que nous mettons aussi un thème à cette émission. Mais avant, on va faire un dernier tour pour voir les images proposées par le service des programmes.
Merci pour votre fidélité renouvelée à cette émission. Eh bien, la citation de ce soir dit ceci: « Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat ». C'est une citation de Jean-Jacques Rousseau. « Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat ». Une citation de Jean-Jacques Rousseau. Merci d'être resté avec nous. Merci également à l'équipe technique qui a assuré la mise en onde de cette émission. Quant à moi, je vous dis je vous souhaite un très bon week-end et restez toujours fidèles à Béné Business 24. À la prochaine.